Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec et réalisée par Home Transition et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abus de faiblesse. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions, donc vous pouvez les poser dans la barre de conversation et puis résoudre les éventuels problèmes techniques qui sont plutôt nombreux en ce début d'année. Je vais vous donner également le lien pour vous inscrire. Donc c'est sur go.movadom.com/visio. Donc ça, c'est pour ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube, puisque si vous nous regardez en direct, à la fin de la présentation de Marie-Hélène aujourd'hui, vous aurez la possibilité, hors enregistrement, de poser des questions sur la thématique du jour. Donc c'est le petit bonus du direct. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre sur nos prochaines sessions en direct. Marie-Hélène, je vais te laisser te présenter rapidement et puis nous expliquer tout ce qui est l'abus de faiblesse et comment ça se passe. Bonjour tout le monde, je suis Marie-Hélène Isernreal, donc avocat au barreau de Paris et formatrice en droit de la protection des majeurs depuis pour les avocats et pour des associations. Et notamment, j'ai fait des formations pour le Val-de-Marne, pour le personnel social du Val-de-Marne depuis 1997. Voilà, donc je suis très honorée d'avoir la confiance de Movadom et de Pascal et de Gwendoline Cotrez pour ces réunions, car nous travaillons ensemble depuis longtemps. Toujours un Gwendoline, plaisir. ouais, ouais, ouais. Gwendoline a participé à nos formations du barreau, je ne sais plus depuis quand. Voilà, donc c'est un partenariat qui moi, m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien donner des formations aux personnes qui sont concernées, car nous sommes dans une situation juridique complexe, et notamment en ce qui concerne donc le thème de ce jour, l'abus de faiblesse. Car dans le code pénal, parce que c'est une infraction pénale, l'abus de faiblesse, il existe un texte extrêmement puissant, mais d'un usage particulièrement difficile. Alors, ça va être un petit peu technique. Pascal a des liens. Je veux bien que vous transmettiez le texte écrit pour servir de référence, car je vais vous citer l'article 223-15-2 du Code pénal, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, c'est un peu le public qui nous concerne, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse. Alors l'état de grossesse, les féministes vous diront qu'on n'est pas forcément incapable quand on est enceinte, mais enfin bon, fait partie de la définition du code pénal. Est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique, résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement. Alors, les techniques, c'est plutôt les sectes qui sont en cause là. Pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Donc, vous voyez comme c'est compliqué. Et pour les personnes âgées, les juridictions sont très soucieuses de protéger leur liberté et leur autonomie, et les juridictions considèrent que pour appliquer ce texte, il ne suffit pas de prouver son âge, comme pour les mineurs, où c'est automatique. Il faut dire soi-même qu'on a été trompé. Et par définition, c'est assez difficile, parce qu'il n'y a pas de définition objective de la faiblesse en dehors de l'état de grossesse et de la minorité. Elle doit être définie par une expertise médicale, et en matière de vieillesse ou de handicap, par exemple, les médecins savent très bien décrire les troubles psychiques. Comme disent les médecins, ils sont étiquetés, on peut les décrire, on a des symptômes, on a des effets. On a
la possibilité de décrire les troubles cognitifs chez la personne âgée, qui sont issus de la maladie d'Alzheimer, d'AVC, etc. Mais il ne se focalise pas assez sur l'influence préjudiciable. Isolement, chantage affectif, procédés de suggestion comme dans les sectes, car la vulnérabilité, ce n'est pas seulement être dans un état de faiblesse, il faut que cet état de faiblesse vous empêche de défendre vos propres intérêts. Donc, moi, on essaie de définir de manière plus précise l'état de faiblesse par rapport à la maltraitance. Parce que là, par rapport à la maltraitance, et c'est un combat des affaires sociales, et notamment d'Alice Casagrande qui dirige maintenant le Haut Commissariat à l'âge, on a des définitions. Et par exemple, celle de l'OMS, l'Office mondial de la santé, elle remonte à 2016. La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété ou à l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des droits humains et englobe les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, les abus matériels et financiers, l'abandon, le défaut de soins et l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. Donc là, vous voyez que l'OMS, dans la maltraitance, elle se focalise pas seulement sur le financier, sur l'état de la personne elle-même. C'est d'ailleurs ce que faisait le Conseil de l'Europe dès 1984 et ça a été repris donc par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge en 2020 sous l'égide d'Alice Casagrande. Les maltraitances des personnes âgées et des majeurs handicapés consistent en un ou des actes uniques ou répétés ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée, on a toujours cette relation censée de relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne vulnérable qui en est victime. Vous aurez le lien sur ces définitions qui sont importantes parce qu'il s'agit de la définition de la relation de dépendance d'une personne sur une autre. Alors, il faut savoir aussi que la maltraitance peut être individuelle, une personne sur une autre, collective, des sectes par exemple, ou institutionnelle en EHPAD. Voilà. Donc, ou à l'hôpital. Elle peut être, ou je dirais même dans les juridictions, mais bon. Elle peut être de nature physique, sexuelle, psychologique, médicale, notamment médicamenteuse, financière, civile, par des actes positifs ou une simple négligence. Oui, parce qu'on peut avoir la volonté de bien faire et être maltraitant de toute manière. Alors, la constatation d'un état de faiblesse, donc, résulte d'un constat de vulnérabilité qui doit porter sur une évaluation approfondie et complexe de la relation entre la personne et son entourage. Parce que la plupart des relations de dépendance sont bénéfiques à une personne. On a tous fait ça avec nos enfants. Nos enfants dépendent de nous et on fait ça pour leur bien. Les personnes âgées, la plupart des soignants, la plupart de l'entourage prodiguent des soins qui sont bénéfiques. Donc tout réside dans l'intention. Alors comme c'est difficile de prouver l'intention, ou même des conséquences de l'intention, puisqu'on peut dire qu'il y a de la maltraitance involontaire. Voilà, de ce fait, on a des certificats de non-lieu à protection alors que la juridiction doit maintenir un mandataire pour faire fuir le prédateur. Et inversement, on a des personnes qui sont maintenues abusivement sous protection sans que leur choix de vie soit respecté. On se heurte aussi au refus de la personne de reconnaître son état de faiblesse, par exemple vis-à-vis d'un de ses enfants, et d'avouer qu'elle a été abusée. Elle a des liens affectifs avec son abuseur et ne veut pas lui nuire. Le comportement de la victime, donc, vous voyez, est au cœur de la définition de l'infraction, ce qui n'existe pas. Quand je reçois un coup de couteau, ben, je reçois un coup de couteau. Je n'ai pas à prouver que je n'ai pas voulu recevoir un coup de couteau. Eh bien là, voilà. Là, il faut que je prouve que j'ai donné volontairement, que je sais ce que j'ai donné
et que je l'ai donné dans la joie, la gaieté, la bonne humeur. Et comme disait une de mes clientes, elle est juge des tutelles, elle a réussi à obtenir le non-lieu à curatelle parce qu'elle disait, écoutez, j'ai donné de l'argent à ma fille parce qu'elle en avait besoin, son mari ne payait pas la prestation compensatoire et la pension alimentaire. Donc, je lui ai donné de l'argent. Mon fils est au courant, il a approuvé que j'aide sa sœur. J'ai donné telle somme et, madame la juge, je préfère 1000 fois qu'on me remercie dans un bon restaurant devant une coupe de champagne plutôt que devant ma tombe. Voilà, donc drôle, elle a réussi à obtenir un non-lieu à curatelle parce que le banquier avait alerté la juge des tutelles, avait fait un signalement au juge des tutelles. Voilà, elle a évité la curatelle. Voilà, donc on va commencer par le plus simple. On va commencer par le plus simple, le droit de la consommation, parce que finalement, moi je considère qu'il est beaucoup plus facile d'aller vers le juge civil, le juge des contrats en matière de consommation par exemple, parce que les critères sont mieux définis. Alors le droit de la consommation, vous verrez les textes, c'est le droit des clauses abusives, c'est le droit du démarcheur qui vous fait acheter 3 fenêtres d'affilée. J'ai eu le cas, moi, d'une cliente, elle a fait changer 3 fois la même fenêtre. Voilà, on va dans un contrat et il y a des clauses abusives et c'est particulièrement bien défini. Alors, il ne faut pas hésiter, si on a remis un chèque à un démarcheur à domicile, il y a un droit de rétractation, un démarchage à domicile de 14 jours. Et donc, si on a remis un chèque, on va faire opposition parce qu'il y a de la jurisprudence qui dit au banquier que il peut faire opposition, bien que ce ne soit pas un chèque perdu ni volé, on peut faire opposition parce que c'est l'équivalent d'un chèque volé. Si on vous prend une somme, par exemple, moi j'ai une de mes clientes, enfin une amie qui m'appelle et puis qui me dit, écoute Marie-Hélène, je voulais juste faire réparer ma serrure, il m'a fait un changement pour 8000 francs à l'époque. Bon, elle a fait opposition, elle est allée à la police, elle a fait opposition avec sa plainte, le banquier, au vu de la jurisprudence que lui a donnée la police, a fait opposition au paiement du chèque, mais il faut réagir très vite parce qu'il ne faut pas que le chèque ait été encaissé. Vous avez aussi les démarchages à domicile. Et là, je cite le cas de ma mère. Nous avons trouvé, mes sœurs et moi, 10 crèmes amincissantes au marron, vendues par téléphone. On se les est réparties d'ailleurs, elles n'étaient pas spécialement efficaces, mais enfin bon, on a tout récupéré. Ma mère a cumulé comme ça. Là, vous pouvez menacer la vente à domicile quand c'est des produits, des compléments alimentaires ou des choses comme ça, d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie. Ah, Madame Iserne, vous voulez maigrir? Allez, boum. Ah, Madame Iserne, vous avez mal aux pieds. Allez, boum, une crème. Ah, Madame Iserne, vous vous trouvez trop grosse. Allez, boum, la crème au marron amincissante. Voilà. Donc, si vous voulez, ma belle-sœur, sur mes conseils, ma belle-sœur, oui, a envoyé des lettres recommandées. Et voilà. Et donc, nous avons évité d'avoir une accumulation de crèmes et de compléments alimentaires que de toute façon ma mère avait oublié d'avoir acheté. Et donc, sur le droit de la consommation, c'est assez efficace parce que c'est très bien réglementé. Donc, alors, il y a aussi, je vous ai mis le texte, mais il est assez ésotérique, et là, nous avons un informatique avec nous sur les données qui sont récupérées dans les données des contenus. Quand il a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation de contenus numériques ou de services numériques fournis par le professionnel. Là, moi, j'avoue que... Alors, ne cliquez pas sur un lien que vous ne connaissez pas. Ne donnez jamais vos numéros de code. Et même si vous êtes poursuivi comme moi encore ce matin pour pédophilie, vous n'avez pas à payer l'amende. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La police ne vous demande pas de payer l'amende avant de vous convoquer pour aller en garde à vue. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, bon, on a des gens qui ont payé. Je ne voulais pas que mon voisin sache qu'on m'accusait de pédophilie. Allons, enfin, soyons raisonnables. Donc, parce que les mails sont très très bien faits. Alors nous, les avocats, ça nous fait rigoler, mais les noms qui sont représentants de la police européenne, c'est les vrais noms. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai une de mes amies, par exemple, elle a été piratée parce qu'elle a donné de l'argent pour faire renouveler sa carte Amélie, sa carte vitale. Je lui ai dit, écoute, depuis le temps que tu es immatriculée, combien de fois on t'a demandé de payer
pour renouveler ta carte vitale. Vous voyez, on a tout un tas de problèmes de cette nature. Voilà. Alors, dernièrement aussi, Apple notamment vous demande de désigner un mandataire numérique. Dans le cadre de votre mandat de protection future, nous en avons parlé, il faut désigner un mandataire numérique qui aura les pouvoirs, l'inscrire, qui aura les pouvoirs de gérer vos comptes Internet, si vous en êtes incapable, et deux, après votre décès. Et ça évite aussi peut-être sans doute beaucoup d'abus, d'usurpation d'identité. Voilà. Alors, on ne va pas insister sur le droit de la consommation parce que finalement, c'est le plus facile vous avez des liens pour signaler les gens qui vous poursuivent. On peut se faire désinscrire des sites. Alors ça ne marche pas, mais enfin bon, ça ne marche pas très bien. On a la paix pendant un certain temps. Ça a été très réglementé. Il ne faut pas répondre à certains numéros de téléphone. Quand il y a un grand silence, vous ne répondez pas, vous raccrochez, parce que comme ça évite de créer la communication. Voilà, donc nous en venons maintenant à l'abus de faiblesse pur et dur, le vrai. Alors, dans les infractions ordinaires, comme je vous le disais, il est nécessaire de prouver l'élément matériel, l'existence d'un acte préjudiciable, et l'élément international, la volonté de commettre l'acte. Pour l'abus de faiblesse, il est nécessaire de démontrer un troisième élément qu'un auteur, j'ai repris, indique comme étant l'élément moral. Alors, l'élément matériel de l'abus de faiblesse. Il est nécessaire de démontrer, de faire la démonstration que la victime doit prouver qu'elle était dans un état d'ignorance ou dans une situation de faiblesse. Et l'élément matériel se caractérise par un acte répréhensible. L'acte est le fait d'abuser frauduleusement de la situation de la victime pour l'inciter à un acte, par exemple une donation, ou une abstention de ne pas porter plainte, par exemple, contre le prédateur qui lui cause préjudice. Alors, cet acte répréhensible, ça peut être, par exemple, on a de la jurisprudence qui a fait annuler un testament en considérant que c'est une atteinte à la dignité de la personne, même si après moi le déluge, après mon décès, tant pis. Mais non, là, l'élément matériel n'est pas obligatoirement avec un préjudice qui est au moment où la personne signe. Alors, sur l'élément intentionnel, on a une énorme difficulté parce qu'il s'agit de démontrer que la personne accusée, l'auteur, que j'appelle le prédateur, avait conscience d'abuser la victime en ayant connaissance de son état de faiblesse. Et là, c'est un cas que j'ai eu. Un monsieur sort d'hôpital psychiatrique, très bien, très chic, nom à particules, profession importante. Et puis il va se passionner de nautisme, il va au salon nautique, mais à la sortie directe de l'hôpital psychiatrique. Et puis il va acheter un bateau et il paye un acompte. Le médecin a fait un certificat de sauvegarde de justice, mais comme il est postérieur à l'acte signé, au contrat signé, et que ce monsieur présentait très bien, bien soigné, il n'était pas délirant, il était cohérent, malgré tout. On a essayé de faire annuler le contrat, on n'a pas pu. Il a eu juste, enfin, non, on a fait annuler le contrat, ça on a pu, mais on n'a pas pu se faire rembourser la compte. Parce que l'auteur des faits n'avait pas conscience que ce monsieur n'était pas capable d'agir. Voilà, donc il faut souligner aussi que le préjudice ne peut pas directement toucher la victime. C'est pour le cas, par exemple, pour un testament dont je vous parlais, qui prend effet après le décès du légataire, il y a marqué légataire, pardon, après le décès de l'auteur, du testateur. Il faudra corriger ça, il y a une faute là. L'acte répréhensible doit être également de nature à causer un préjudice grave à la victime et sans nécessité donc que ce préjudice soit réalisé.
Mais, et on en vient au troisième élément qui est le plus difficile, l'élément moral de l'abus de faiblesse, il doit s'apprécier non seulement au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte. Et on a des exemples de la Cour de cassation. Par exemple, une employée de maison qui a été renvoyée devant le tribunal correctionnel. Elle se faisait remettre des chèques d'un montant de 120 000 euros et a obtenu qu'on lance un mariage. Ça, le vieux monsieur qui se fait épouser par son auxiliaire de vie, c'est d'une banalité. Mais aussi, il y a la vieille dame. Hein, on a eu le toiletteur du chien hein, pour la vieille dame. Bon, enfin, ou le kiné. Bon, donc, voilà. Alors, la Cour d'appel a relaxé en disant, ben non, le monsieur avait manifesté l'intention du temps de sa capacité à la gratifier avec des chèques et à l'épouser. Et la Cour de cassation a dit non, la Cour d'appel s'est trompée parce que ça n'est pas avant, parce qu'avant, il a manifesté l'intention, mais il ne l'a pas fait. Donc la Cour de cassation a dit que l'action préjudiciable, elle s'analyse au moment où la personne n'est pas capable de le faire. Par exemple, moi j'ai une cliente qui a été sortie de l'hôpital pour opter pour un testament. Bon, alors, il y avait la nullité du testament, mais il y avait aussi l'option successorale, parce que si elle mourait sans avoir opté, c'était l'usufruit. Et donc l'usufruit, il tombe au moment où la personne décède, alors que, donc, dans ces conditions, la fille héritait de tout ce que le papa prédécédé avait donné. Mais donc, pour éviter ça, on va lui faire opter sur les conseils du notaire, d'ailleurs. Ouais, très bien. Donc, le prédateur la sort de l'hôpital, lui fait signer une option, la renvoie à l'hôpital et elle meurt un mois après. On a bon, il y a eu des plaintes au pénal. Hein. Très bon timing. Oui, super timing. donc, bon, donc on a réussi à ne pas appliquer le testament parce qu'il y avait aussi la nullité du testament, il y avait aussi bon. Sauf que, et là, c'est là qu'on a une difficulté, c'est qu'on a porté plainte pour abus de faiblesse. La police a fait toute une enquête géniale, etc. Ça fait 5 ans que cela. Je n'ai toujours pas du parquet de Pontoise le résultat de la procédure. C'est pour ça qu'on va y venir dans les inconvénients de la plainte. Parce que même si la police fait une enquête approfondie et on n'a pas forcément un résultat. Donc, vous voyez que sur cet élément moral, on a une excellente jurisprudence de la chambre criminelle, hein, sévère pour le prédateur, mais pour l'effet de la plainte, voilà. Donc, c'est plutôt des inconvénients. Alors, il y a quand même des avantages. Donc, on a quand même le gros avantage que la définition d'abus de faiblesse qui est fondée sur la vulnérabilité, ou la maltraitance, vous voyez, c'est très large comme définition, volontaire, involontaire. Bon, alors là, il faut que ça soit volontaire, c'est pas comme la maltraitance, mais c'est en relation avec la définition de la maltraitance, ça constitue, comme je vous disais au début, un texte puissant qui devrait permettre d'aboutir à une condamnation. Alors, les avantages, c'est qu'en matière d'abus de faiblesse, il n'y a pas l'immunité familiale. Vous savez qu'il n'y a pas de vol entre époux. Les vols entre ascendants et descendants, les infractions annexes, abus de confiance par exemple, ne sont pas punissables entre ascendants et descendants. Alors attention aux frères et sœurs, hein, bon là ils ne sont pas protégés. Donc l'abus de faiblesse, ça permet
quand même de poursuivre un fils qui a volé la voiture de sa mère ou qui lui a volé des chèques et les a utilisés pour son compte ou a abusé d'une procuration. Donc l'abus de faiblesse, ça permet cela et c'est déjà pas mal. Et l'abus de faiblesse permet maintenant que même si l'abuseur est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, même s'il est le fils nommé pour protéger sa mère dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, il peut être poursuivi non parce que c'est dans le cadre de son mandat judiciaire qu'il a commis l'infraction, même s'il est le fils. Donc maintenant, on a quand même l'abus de faiblesse et le vol et l'abus de confiance qui sont poursuivis lorsque la personne, malgré le lien de parenté ascendant-descendant, n'aurait pas pu être poursuivi s'il n'avait pas été mandataire de la personne, parce que là, il trahit son mandat. Alors, c'est quand même assez facile. Il est facile de porter plainte au commissariat. Les proches peuvent le faire, ça s'appelle un signalement. On entend, bon, bien que la plainte soit un acte personnel, on a le devoir de signaler au parquet. L'enquête sera faite par la police sous l'égide du procureur de la République. Et l'enquête, la plupart du temps, elle est très bien faite. La police, souvent, on a les éléments, donc on lui apporte les éléments. On les lui apporte, les relevés de compte, et voilà. Il récapitule tous les éléments. Il peut même aller, à la demande du procureur de la République, obliger un notaire à donner des actes couverts par le secret, des actes notariés. Il peut avoir, et ça c'est extrêmement intéressant, avoir des copies de relevés de compte sur 10 ans des banques, alors que vous le savez, c'est très cher si on les commande par soi-même. Quand on porte plainte avec constitution de partie civile, on a un juge d'instruction qui est nommé, et là, on a payé une consignation qui est à peu près de 1500 euros et on peut avoir la copie de 10 ans de relevé de banque dans 3 banques. Moi, c'est arrivé dans un de mes dossiers où j'ai mis, après le classement de l'affaire, j'ai mis 3 jours à la brigade financière, alors qu'ils ont des machines ultra performantes, à copier les pièces du dossier. Parce que j'en avais besoin dans les successions. Alors, les pièces produites pourront être produites dans d'autres procédures. C'est pour ça que j'allais faire des copies, parce que souvent, après, la personne décède et dans les affaires de succession, on a besoin des pièces pour prouver les détournements ou prouver qu'il n'y a pas eu de détournement, parce que là, c'était le cas pour ma cliente. Il y a eu un non-lieu, mais il faut que la procédure pénale soit terminée. Mais enfin bon, on a des pièces qu'on ne pourrait pas avoir autrement qu'après avoir lancé la procédure. Et attention, la procédure pénale, elle est prise en charge par les assurances en protection juridique. Alors, il y a très peu d'aide au tarif de l'avocat, mais en revanche, si on fait des expertises, si on fait des expertises privées, par exemple, voilà, c'est pris en charge par la consignation, par exemple, est pris en charge par l'assurance de protection juridique. Il y a un autre avantage aussi, c'est que le prédateur, il disparaît. On fait en même temps une demande de protection judiciaire, parce que mon acheteur de bateau, là, il s'est retrouvé sous curatelle quand même, hein, vite fait, parce qu'il était quand même assez inconséquent avec l'argent du ménage. Donc, le prédateur disparaît ou sera enclin à la négociation avec restitution des fonds ou renonciation à la plainte pour avoir dit, bah, écoutez, oui, on déchire le testament, j'y renonce, etc. Voilà. Donc, ça permet de faire fuir le prédateur ou de transiger avec lui. La plainte permettra une protection judiciaire plus facile, parce qu'on a saisi le procureur de la République. Le procureur de la République va pouvoir lui-même demander au juge des tutelles une protection judiciaire, ce qui est assez commode. Surtout si la victime, sous l'emprise du prédateur, est séquestrée par le prédateur, ne peut pas agir par elle-même et recevoir, par exemple, le médecin qui fera le certificat médical circonstancié qui rendra recevable la protection judiciaire. Et à la fin, même s'il y a un jugement de relax, si ou un non-lieu,
il peut y avoir une demande, la fixation d'un préjudice, parce que le droit pénal, il est fait pour punir l'auteur. Alors, si l'élément intentionnel n'existe pas vraiment, ah ben, je ne savais pas, etc., etc., ou, bon, allez, il y avait une petite volonté de la victime, mais il peut y avoir quand même un préjudice avec un élément matériel. Donc, il n'y a pas de sanction de l'auteur. En revanche, le tribunal correctionnel peut renvoyer à une autre audience pour se faire indemniser. Mais ça, c'est au bout de la chaîne. Et attention, à condition de l'avoir demandé dans l'instance, hein, dans la constitution de partie civile. Alors, si vous voulez, ça, c'est quand même assez intéressant, quand même, de porter plainte pour abus de faiblesse, ne serait-ce que pour faire peur et faire fuir le prédateur. Les inconvénients. Alors, c'est la violence psychologique à l'égard de la victime, qui se retrouve souvent sous protection judiciaire, qui se retrouve avec l'humiliation d'avoir été manipulée, d'avoir été punie, d'avoir privilégié l'un de ses enfants, parce qu'elle a souvent eu l'intention de le faire. Oh ben lui, il fait de mauvaises affaires, l'autre gagne bien sa vie, etc. Mais dans des proportions absolument extravagantes, c'est la proportion, vous voyez. Donc, pour la victime, c'est très violent. Mais il y a aussi le manque de suivi des parquets débordés. Je vous l'ai dit, on n'arrive pas à avoir les ordonnances de non-lieu au bout de plusieurs années ou les ordonnances de renvoi. Alors que les policiers vous ont dit oui, oui, je transmets au parquet. Des années après, on n'a toujours pas les. Et on ne peut pas. Et on commande les pièces et les parquets ne nous répondent pas. Parce que, voilà. Alors là, on a un énorme problème pratique. Bah, la justice, ça fait partie, comme la médecine, l'éducation nationale, etc. Enfin bon, il faudrait mettre un petit peu plus de sous pour que cela fonctionne. La nécessité d'apporter soi-même des preuves, je vous disais, moi on a eu une énorme prédation de la part d'un mandataire judiciaire dans le secteur de Pontoise. Il a détourné 750 000 euros à 150 majeurs protégés parce que c'était des toutes petites sommes pendant 10 ans. Il avait une Harley Davidson, un Hara et un yacht. Et il vivait très bien en prenant de temps en temps 40 euros sur tous les comptes de tous ses protégés. Les magistrats n'y voyaient que du feu. Il a fallu qu'une de mes consoeurs alerte le procureur de la République pour qu'on ait des traces. Et c'est la police, là, elle va pas, c'est pas elle qui va faire les comptes des prélèvements de 150 euros sur 150 majeurs protégés. Donc, que fait la brigade financière? Elle collecte les gens qui ont été abusés et demande, parce qu'ils sont tous sous tutelle ou curatelle, et elle demande à leur mandataire de faire le boulot, c'est-à-dire de chiffrer le préjudice parce qu'eux, ils ont accès au compte depuis la protection. Donc, ça a été assez compliqué, mais voilà, ils ne peuvent pas refaire les comptes. Donc, la principale limite, bien qu'on dise que ça soit une atteinte à la dignité de la personne, notamment en l'obligeant à faire des actes contraires à sa volonté, les parquets considèrent que c'est un délit financier. Les abus de faiblesse à Paris vont à la brigade financière, à Versailles aussi, puisque je vous citais le cas de ce prédateur de MJPM de Pontoise. Donc, voilà. Et pourtant, le droit pénal, l'abus de faiblesse est souvent couplé à une atteinte à la personne, à ses droits, à sa dignité, séquestration, abus médicamenteuse ou au contraire défaut de soins, délaissement, abandon. Donc, c'est une atteinte à la personne, mais on n'arrive pas à faire calculer ça. Et moi, il m'est arrivé de faire dans une même plainte les deux en même temps, l'atteinte à la personne et l'atteinte
et l'atteinte au bien. Ma plainte, elle a circulé entre plusieurs secteurs parce que ce n'est pas les mêmes secteurs qui s'occupent de cela dans les gros tribunaux. Et donc, ça a été une catastrophe. On a perdu la plainte, on a eu toutes les peines du monde à la retrouver. Donc, c'est compliqué d'obtenir satisfaction. Alors, il faut se rappeler aussi que le droit pénal ne s'intéresse qu'à l'auteur. C'est la définition d'une infraction. Quand elle est prouvée, elle s'adresse à un auteur qui sera condamné avec un régime de plainte, hein, 375 000 euros d'amende, 3 ans de prison. C'est la définition du droit pénal. La victime, elle est qu'en annexe des, pour être indemnisée. Alors, on progresse hein, en la matière, mais l'indemnisation de la victime n'est que secondaire. Donc, comment faire? Il faut être vigilant pour pouvoir retrouver la trace des biens, comme les bijoux, les valeurs mobiles. Alors, les bijoux, la vaisselle, l'argenterie, dans les fêtes de famille, on prend des photos où on a mis ses plus beaux bijoux et où on a l'argenterie sur la table. N'oubliez pas, gardez vos photos qui prouvent l'existence d'un bien à une date donnée. Hein. Les valeurs mobilières, bon, on arrive à retrouver la trace de l'argent, savoir à quel. Même en Suisse, hein, on a la possibilité. Les valeurs mobilières dépensées, le remboursement des 3 mêmes fenêtres successivement remplacées. Mais là, on a un gros souci, c'est que les bijoux, ils ont disparu. Les valeurs mobilières, elles ont été dépensées. Et l'entreprise qui a changé 3 fois les mêmes fenêtres, elle a fait faillite. Par conséquent, et on ne la retrouve pas. Donc, par conséquent, c'est un peu compliqué de se faire indemniser parce qu'on aura un beau jugement d'indemnisation, mais bon, on pourra l'encadrer et la solvabilité du prédateur n'est pas évidente. Donc, il sera utile de produire des éléments comme les contrats, faire le point avec l'officier de police judiciaire. Alors, que font les parquets? Ils font consigner notre FJPM, là, il n'a pas été mis en prison. En revanche, il a eu 750 000 euros de consignation. Il est obligé de vendre son yacht, hein. Un peu comme Tapi avec son Quel avec le Crédit dommage. Lyonnais, vous voyez. Bon, il y a une consignation telle que c'est pour garantir l'indemnisation des parties civiles. C'est aussi l'avantage du pénal. Hein. Mais bon, on peut prendre d'autres garanties. Là, en ce moment, moi, je suis en train de prendre une garantie sur la maison. On a eu des détournements de fonds dans une banque et comme me disait l'avocat des prédateurs, de détournement, des employés de la banque qui avaient fait des détournements de fonds, ces imbéciles, ils ont acheté des chalets à Méribel. C'était idiot. Quelquefois, on a du mal hein, à retrouver l'argent, mais voilà. Donc, c'est assez compliqué quelquefois, ou quelquefois c'est très facile parce que on les a retrouvés, quoi. Donc, voilà. Euh, bon, c'est pourquoi moi je préfère toujours privilégier la voie civile parce que là, eh bien, il suffira de présenter un contrat, de prouver qu'il n'a pas été exécuté, qu'on n'a pas rendu la voiture, qu'il y a un abus de confiance, qu'il y a une usurpation d'identité, même si elle n'est pas pénalement euh, sanctionnée. Le problème, c'est qu'on dit que le pénal tient le civil en état, donc il faut que la procédure soit classée ou n'ait pas eu de suite pour pouvoir, ou il y a eu un non-lieu, pour pouvoir aller au civil. Mais on peut aller assez rapidement quand même. Voilà. Donc, la plainte permettra de mieux qualifier les faits, de chiffrer le préjudice avec des données probantes beaucoup plus certaines. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'abus de faiblesse. Est-ce que vous voulez, je vois que Pascal est parti, est-ce que vous voulez que nous approfondissions le sujet parce que, comme vous le voyez, je suis assez floue. Parce que le problème, c'est quand moi j'ai des exemples. Bon, je ne suis pas pénaliste, hein, je n'aime pas le pénal, mais bon, on n'arrive pas à avoir des non-lieux.
heureusement qu'on peut agir sur la voie civile en matière de succession, soulever la nullité du testament, etc. Coucou Pascal. Donc moi j'ai fini mon exposé. Donc s'il y a des questions, parce que tout ça est compliqué, un peu flou. Ah, désolé, j'ai des petits soucis de connexion. Ça fait Ah, couper. Donc, décidément aujourd'hui ça va mal, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. J'ai pas entendu la fin de ta phrase, Donc j'étais en Marie-Hélène. train de dire que tout ça est flou, compliqué. Je suis peut-être un peu trop rapide sur des questions qui sont juridiquement techniques. Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on puisse approfondir un petit peu? Alors, effectivement, on va passer aux questions. Je vais juste clôturer la présentation. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont en direct, à cliquer sur le texte bleu pour remplir le questionnaire de satisfaction, pardon. Je vais vous mettre le lien dans quelques instants dans la barre de conversation. C'est important que vous remplissiez ce questionnaire puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs, que sont les conférences des financeurs des différents départements. Et puis, vous avez un petit champ avec un petit champ libre où vous pouvez mettre des informations, des questions ou des idées de thématiques que vous souhaiteriez qu'on en aborde un peu plus tard. Je vous mets la petite diapositive avec le lien vers la chaîne YouTube de Movadom. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Movadom ou Gwendoline Cotrez et vous allez trouver tout ça. Vous pourrez revoir le replay d'aujourd'hui dès cet après-midi. Et puis sur le site de Movadom, vous pouvez télécharger gratuitement et écouter le livre audio et les podcasts sur les déménagements des seniors. Et puis je vous remets le lien pour les inscriptions à nos prochaines visios, c'est go.movadom.com/visio. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la conférence des financeurs du département du Val-de-Marne et à la CNSA. Et merci beaucoup Marie-Hélène.